Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du samedi 10 septembre 2022 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, l'inauguration de nouvelles infrastructures par le président de la République s'est poursuivie ce jour à Mbiloubé, notamment les locaux du tribunal de première instance, le PP Manara Pench à Matsabourlaïdam et la route goudronnée qui a été construite par la région Diana à Ilaïdam. Pour la première fois dans son histoire, Mbiloubé a un tribunal. Sur place, Judigal Ranjanirin et Andra Zajabe pour plus de détails. La route nationale RN5 à Mbiloubé-Vohemar a été achevée. Une réalisation qui apportera des améliorations à la ville et à la vie des habitants. Néanmoins, pour le développement d'Mbiloubé, il n'y a pas que la réhabilitation de la route. En effet, des infrastructures nécessaires aux habitants ont également été réalisées. Le tribunal de la première instance en fait partie, car auparavant, les usagers devaient parcourir 135 km jusqu'à Antranen. Les tribunaux réglementent la communauté, assurent la paix, l'autorité du gouvernement et l'harmonie de la communauté. C'est pour ces raisons que le premier tribunal de première instance a été mis en place à Mbiloubé. Par ailleurs, à Matsabourlaïdam, les élèves des classes primaires ont été gâtés. Ils ont bénéficié d'un EPP Manara Pench qui contient 12 salles de classe, pouvant accueillir 600 élèves. Les élèves ont également reçu des manuels scolaires. Le président de la République et son épouse les a encouragés à bien étudier pour réussir dans la vie. Pour motiver les enfants et éviter qu'ils ne décrochent, le PP dispose d'un budget de 11 millions d'ariars dédié à la confection des repas à la cantine pour cette année scolaire. Le couple présidentiel a également inauguré la route goudronnée réalisée par la région Diana. Cette route commence à l'intersection de la RN6 et se termine au lycée. Dans les actualités également, 2 jours après la mort d'Élisabeth II, qui a ouvert une période de deuil national au Royaume-Uni, son fils Charles III a été officiellement proclamé roi samedi matin. Il a prêté serment, se disant profondément conscient des devoirs et lourdes responsabilités liées à ses nouvelles fonctions. France 24. Mes chers lords, mesdames et messieurs, il est mon devoir triste aujourd'hui d'annoncer la mort de ma mère bien-aimée. Je sais que vous, la nation entière, et peut-être même l'ensemble du monde, êtes à mes côtés dans la perte irréparable que nous avons souffert. C'est une très grande consolation de voir la sympathie qui a été exprimée par de si nombreuses personnes envers de mes frères et sœurs. Une affection très forte a été portée à l'égard de notre famille dans la perte que nous éprouvons. Nous tous, notre famille, ce royaume et la famille plus large des nations dont nous faisons partie, ma mère a donné un exemple d'amour et de service tout au long de sa vie. Le règne de ma mère a été sans égal en termes de durée, de dévouement et de dévotion. Et alors que nous faisons le deuil, nous la remercions pour cet amour si fidèle. J'ai conscience de l'héritage, des devoirs et des responsabilités liées à la souveraineté qui m'ont été remis. En assumant ces responsabilités, je chercherai à suivre l'exemple inspiré que m'a montré ma mère en défendant la Constitution et en cherchant la paix, l'harmonie et la sécurité des peuples de ces îles et des royaumes et territoires du Commonwealth et du monde entier.
À cette fin, je sais que je serai aidé par l'affection et la loyauté des peuples dont je dois à présent être leur souverain. Et dans l'exercice de mes fonctions, je serai guidé par le conseil de leur parlement élu. Et le soutien constant de ma femme si aimée m'accompagne. J'aimerais également confirmer mon intention et ma volonté de préserver la tradition, de remettre les revenus héréditaires, y compris l'état de la couronne, pour les bénéfices de tous, en retour du fonds souverain qui soutiennent l'exercice de mes fonctions en tant que chef d'État et chef de la nation. Et dans l'exercice de cette fonction si difficile qui m'incombe et à laquelle je consacre ce qu'il me reste de ma vie, je prie pour l'aide du Dieu Tout-Puissant. J'ai le devoir de demander la permission de Sa Majesté de publier votre discours approuvé concernant la sécurité de l'Église d'Écosse. Je comprends que la loi exige, lors de mon accession au trône, que je souscrive au serment concernant la sécurité de l'Église d'Écosse. Et je suis prêt à le faire dès que possible. Moi, Charles III, par la grâce de Dieu du royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande unie et des autres royaumes et territoires, roi défenseur de la foi, promets et jure que je maintiendrai indéfectiblement et préserverai l'établissement de la vraie religion protestante telle qu'établie par les lois faites en Écosse suivant la Claim of Rights et en particulier l'acte pour assurer la religion protestante et le gouvernement de l'Église presbytérienne pour l'union des deux royaumes, pour défendre les privilèges et les droits de l'Église d'Écosse et que Dieu m'aide. J'invite Sa Majesté à remettre 2 copies de cet instrument pour confirmer que le serment a bien été fait. Voilà, le roi Charles III qui a signé le serment de garantir la sécurité de l'Église en Écosse, un serment très particulier, et il signe 2 copies de ce serment. Charles III et Liz Truss, une cohabitation qui s'annonce difficile. Réponse à travers ce reportage de France 24. Nous sommes toujours avec Tristan de Bourbon-Parme. On vient de voir, on est en train encore de regarder toute cette cérémonie très traditionnelle. On a vu la présence de tous les anciens premiers ministres et de la première ministre en exercice justement au sein de ce comité privé. Quelle va être la relation entre Liz Truss et Charles III? C'est vrai qu'on peut se poser la question dans la même semaine, une nouvelle première ministre et un nouveau roi. Ça fait beaucoup pour ce pays. Absolument. C'est drôle parce que je pense que Charles se serait beaucoup mieux entendu avec Boris Johnson qu'avec Liz Truss. Boris Johnson, d'ailleurs, son apparence de guignol, c'est une façade qu'il s'est créée lui-même. En fait, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, quelqu'un d'assez introverti, malgré ses apparences de... Vous avez écrit une biographie sur lui. Hein. Absolument. C'est pour ça que je connais un peu le personnage. Et c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et extrêmement cultivé. Et il a aussi des points communs avec le roi Charles.
c'est l'environnement et l'écologie. C'est-à-dire que pendant ces 3 années au pouvoir, Boris Johnson a mis l'accent sur le changement climatique. C'est pas forcément le souvenir qu'on en garde. Voilà, mais c'est pour ça qu'il a une image qui est très différente de la réalité de son travail. C'est un politicien assez modéré. Économiquement, il est très modéré. Il a mis beaucoup d'argent dans le service de santé, par exemple. Et donc avec Liz Truss, on sera dans une autre histoire. Absolument. La première mesure de Liz Truss, jeudi matin, donc quelques heures avant la mort de sa mère, c'est de dire je relance le gaz de schiste au Royaume-Uni, je relance les forages pétroliers en mer du Nord. Pour elle, le changement climatique et l'environnement ne sont pas des sujets. Et donc, comme nous savons que Charles, c'est un de ses sujets privilégiés, depuis 20 ans ou 30 ans, il parle de changement climatique. Il avait des fermes qui sont écologiques. C'est du bio depuis 20 ans. Il a fait ça avant tout le monde. Donc ça sera un sujet de friction entre eux. Énorme. Sauf que bien sûr, le roi Charles III n'aura pas vraiment son mot à dire sur cette politique. Ça reste tout de même, il y a un mur aujourd'hui toujours, bien sûr, entre celle qui représente la démocratie et lui qui la monarchie. Absolument. Donc officiellement, il n'y aura rien, mais dans leur bureau, lorsqu'elles se rencontreront toutes les semaines à Buckingham Palace et que le sujet reviendra sur la table, je suis sûr que Charles lui dira très clairement que ce qu'elle fait n'est pas acceptable et qu'il faut penser à l'avenir du pays en matière de changement climatique. Est-ce qu'il va sortir un peu plus de sa réserve, justement, que la reine Elisabeth II, qui toujours restait neutre, cette neutralité affichée? Alors, il a dit qu'il allait être plus modéré que ce qu'il était jusqu'à présent, en disant voilà, je suis intelligent, je sais que quand je deviens roi, je devrais montrer une neutralité, puisque c'est le rôle du roi, stabilité, neutralité, être au-delà des partis politiques et des débats politiques, mais derrière encore, lors de ces réunions avec Liz Truss, je suis sûr qu'il dira ce qu'il pense. Il va falloir effectivement qu'il devient roi au moment où le pays connaît une crise économique extrêmement forte, une inflation très forte. Vous êtes un petit peu baladé en dehors de Londres. Est-ce qu'effectivement les Britanniques le perçoivent? Parce que là, on est au cœur de Londres, là où tout se passe. On a vu hier ces Britanniques devant Buckingham Palace poser des fleurs, des gerbes de fleurs, une très très forte émotion. Est-ce que c'est le cas en banlieue, à la banlieue de Londres, où justement vous avez toutes ces familles de classe beaucoup plus populaires qui sont face à une inflation galopante dans le pays? Comment voient-ils ce qui se passe en ce moment? Alors justement, de nombreux Britanniques des classes populaires ont été très touchés par la reine, par son décès. Mais cela n'empêche pas que leur vie continue. On a une inflation de 10%, doublement des tarifs de l'électricité et du gaz en un an, et pour eux, ça reste la priorité. Donc, ils sont malheureux, mais la mort de la reine ne change pas leurs difficultés quotidiennes, et l'arrivée de Charles III non plus au pouvoir ne change rien pour eux. Et j'en ai rencontré ces derniers jours qui me disaient j'en ai un peu ras-le-bol qu'on parle depuis 48 heures de la reine. C'est très bien qu'on en parle et c'est important, c'était une personnalité évidemment phare dans le pays. Et nous-mêmes, on est tristes, mais il ne faut pas oublier qu'il y reste des problèmes sociaux importants. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, un présentateur de la BBC, l'autre fois à la télévision, a dit voilà, jeudi matin, on parlait des problèmes énergétiques, maintenant ça compte plus, la reine est morte. Et il me disait, c'est scandaleux de dire ça. Les problèmes persistent, nous, on continue à avoir faim. Bientôt l'hiver arrive, il va falloir qu'on choisisse entre manger et chauffer. C'est très bien la reine, c'est très bien le roi, mais revenons un peu à des réalités. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi que les forces de Kiev ont repris une trentaine de localités aux troupes russes dans le nord-est du pays. Une progression très nette et très rapide, a reconnu un responsable pro-russe, alors que la Russie a envoyé des renforts de troupes. France 24. Tenter de rattraper la situation. Ces véhicules militaires russes roulent en direction du front, situé dans le nord-est de l'Ukraine, près de la ville de Kharkiv. Des renforts pour faire face à la contre-offensive ukrainienne. Kiev affirme avoir exploité une faiblesse dans le dispositif de défense russe et réalisé une percée de 50 km. Ce serait irresponsable de ma part de dire qu'ils n'ont pas réussi du tout. Le simple fait qu'ils aient réussi à traverser nos lignes est bien sûr une victoire pour eux. C'est ce qu'ils voulaient. Mais je repose la question, à quel prix? L'Ukraine réalise une contre-offensive sur 3 fronts. Au sud, Kiev affirme avoir progressé de 10 km vers la ville de Kherson. À l'est, dans le Donbass, l'armée ukrainienne avance kilomètre par kilomètre vers Kramatorsk et Sloviansk. Mais la contre-offensive la plus inattendue, c'est celle qui se situe vers Kharkiv,
où les Ukrainiens ont repris la ville de Balaklia, 27 000 habitants. Et dans Kharkiv même, une série de roquettes russes s'est abattue dans le centre-ville sur des logements civils et un jardin d'enfants. Pour le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, ces frappes sont un acte de vengeance après la percée des forces ukrainiennes. Les Russes croient qu'il y a des militaires ici, mais il n'y a pas de militaires. Il n'y a que des enfants ici. Où voyez-vous des militaires ? Lors d'une visite surprise à Kiev, Antony Blinken a discuté des détails de la nouvelle tranche d'aide américaine de 2,8 milliards de dollars. Le montant total de l'aide des États-Unis pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine s'élève désormais à 15,2 milliards de dollars, soit 3 fois le montant annuel du budget ukrainien de la défense. Et on revient au pays pour le reste de l'actualité. Le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale a lancé un appel aux gendarmes pour qu'ils n'acceptent pas de se faire instrumentaliser à des fins politiques pour perturber le pays. Il a également appelé ceux qui méprisent les gendarmes à se rendre compte que nombreux parmi ces derniers sont morts pour les protéger. C'est Charanjanas, Mirvoulat Sfiran. Le sang des gendarmes versés dans l'exercice de leurs fonctions, notamment pour la protection des personnes et de leurs biens, ne pourra jamais être racheté par de l'argent, a déclaré la semaine dernière le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, le général Sergele Imbusche. Malgré le décès de nombreux dans ses rangs, la gendarmerie ne reculera pas et continuera la mission qui lui est confiée par la population, a poursuivi le SEG. Par ailleurs, le premier responsable de la gendarmerie a appelé les gendarmes à ne pas accepter d'être instrumentalisés à des fins politiques, pour renverser le gouvernement ou semer le trouble dans le pays. Le SEG a également appelé les détracteurs des gendarmes à ne pas les considérer comme des ennemis. Les gens ne pourront pas jouir de la paix s'ils ne coopèrent pas avec les forces de sécurité, a-t-il poursuivi. La gendarmerie a lancé un appel à la population pour collaborer afin d'éradiquer l'insécurité. Et toujours dans ce contexte, la sortie officielle de la 76e promotion de gendarmes s'est tenue hier à l'école de la gendarmerie nationale d'Imbusche. Au total, 1192 stagiaires composent cette 76e promotion qui porte le nom de Ankwai, formée pendant 12 mois à l'école depuis le 23 août 2021. Comme leur aîné, ces nouveaux promus seront dispatchés dans les centres spéciaux d'aguerrissement opérationnel et les brigades routières spéciales. Dans les actualités sociales, l'homme qui est accusé d'être à l'origine de l'incendie volontaire qui a brûlé vif 33 personnes à Mbultarakelan-Kazoubé le 30 juillet dernier est venu se livrer hier aux gendarmes de la compagnie de l'Imiran centrale à Nkadlalan. Selon lui, c'est sa famille qui l'a convaincu de se rendre. À noter que cet homme a fait l'objet d'un avis de recherche lors de la chasse à l'homme pour retrouver les auteurs de cet acte criminel à Kazoubé. Après son audition, cet homme de 30 ans sera déféré au parquet la semaine prochaine. De plus en plus d'agriculteurs à Madagascar pratiquent la rizipisciculture. Cette technique assure une diversification des sources de revenus et une source de protéines dans une alimentation basée sur le riz. La rizipisciculture est rentable, selon un agriculteur interrogé par nos journalistes. Benoît vit à Anjan Malaz, Fuktan de Miarn, commune rurale d'Ivat Centre, région d'Amourmani. Ce père de famille est un pisciculteur standard à Ivat Centre. Il pratique cette activité depuis son plus jeune âge et plus tard c'est devenu son gagne-pain. Il a 2 types d'étangs. Il y a cet étang à poissons traditionnel mais qu'il améliore avec le temps. Afin de protéger cet étang à poissons, ce père de famille a planté 3000 arbres autour. Pour la rizipisciculture, la technique utilisée ici est celle que l'on voit sur les images. Il élève principalement des tchundjugas et des carpes. Il y a également un endroit pour engraisser les poissons et une frayère. Ce secteur est rentable, mais il est victime du manque d'eau selon Benoît. Il produit 120 à 150 kilos par saison, c'est-à-dire une fois par année, si c'était de 3 fois tous les 18 mois auparavant.
Et sport pour terminer, depuis cet après-midi, l'équipe de CFFA Endurance Foot s'entraîne sur le gazon naturel du stade Barea Mamassen pour le match qui les opposera au Royal Leopard Swaziland demain à 16h. Le soutien de tous les Malagasy est important pour ces joueurs. Anzara Zonarvel, Sechanjanasi. Le Royal Leopard du Swaziland se dit prêt à affronter le CFFA Endurance Foot demain au stade Barea. Lors d'une conférence de presse, l'entraîneur et le capitaine du Royal Leopard ont déclaré qu'ils ne connaissent pas encore le jeu de l'équipe adverse, mais ils sont venus pour gagner. La moyenne d'âge des joueurs du Royal Leopard est de 23 ans et 6 d'entre eux font partie de l'équipe nationale. Le Royal Leopard Swaziland est une équipe qu'on ne doit pas sous-estimer, confirme l'entraîneur du CFFA Titi Rasoanev, qui a toujours mis la cohésion de ses joueurs en avant, quel que soit l'adversaire. Le soutien des spectateurs est également très important. Les deux équipes s'affronteront demain au stade Barea Mamassen pour le tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Mesdames et messieurs, c'était les points essentiels de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le demi-finale de la télé-réalité F5. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités.